Je teste le micro simplement. Voilà, merci beaucoup d'être aussi nombreux et d'être à l'heure. On va essayer de commencer à l'heure puisque donc il est 17h30. Nous avons une heure et demie avec Pascal Boniface, donc ça passe assez vite. Il y a beaucoup de questions. Donc je vais demander aux étudiants qui vont assurer la première partie de nous rejoindre. Et nous allons donc attaquer ce grand oral avec Pascal Boniface. Donc Amélie, très bien. Donc Amélie et Alexandre, voilà, qui vont poser les premières questions sur le... Je vous suis. Alors, on fait une présentation Moi, je fais une petite présentation et puis ensuite on attaque. Voilà. Ça va, tout le monde a pu prendre place. Je crois qu'il y a encore quelques petites places devant pour ceux qui sont debout à l'arrière. S'ils veulent être debout à l'avant. Voilà. Non, j'aperçois quelques petites places vides. Voilà, donc merci beaucoup. Bienvenue dans l'amphithéâtre Montesquieu pour cette rencontre. Donc cette rencontre Sciences Po Sud-Ouest, ce grand oral. Excusez-moi, je chausse mes lunettes. Voilà, pour donc dire quelques mots sur notre invité. D'abord, merci Pascal Boniface d'être venu jusqu'à nous. Voilà, vos activités sont parisiennes, donc voilà, vous avez fait le voyage jusqu'à nous, on vous en remercie beaucoup. Nous allons passer donc 1h30 ensemble pour parler de géopolitique. C'est vraiment votre thème. C'est un thème très large qui intéresse donc beaucoup les étudiants, manifestement, le public, nos lecteurs. Voilà, c'est également aujourd'hui une matière au programme des lycées. Donc voilà, la géopolitique a droit de citer aujourd'hui. C'est une grille de lecture de notre actualité. On le voit en ce moment, Pascal Boniface. La situation internationale est dense. Elle est parfois préoccupante. Voilà, elle nous pose beaucoup de questions à nous, Français, à nous, Européens. Donc merci beaucoup. Vous êtes, Pascal, une de ces personnalités pas si nombreuses finalement dans ce domaine dont la voix est écoutée, les travaux reconnus dans ce domaine des relations internationales. Vous l'êtes à votre façon, donc pluridisciplinaire, pédagogique. Vous êtes là pour faire aussi de la pédagogie auprès de nous, mais vous en faites aussi auprès des lecteurs, auprès de vos étudiants à l'IRIS et auprès du grand public. Analyser l'état du monde, Pascal Boniface, ça implique aussi de prendre position. On va voir que la géopolitique n'est pas une discipline neutre, c'est une discipline qui parfois nécessite de s'engager. Vous pourrez nous expliquer d'ailleurs en quoi vous avez parfois même payé le prix de cet engagement sur des sujets aussi sensibles que le conflit israélo-palestinien, la question aussi de l'honnêteté intellectuelle, l'honnêteté de la parole publique, donc l'intégrité des débats intellectuels et aussi des questions très sensibles, le terrorisme islamiste et son interprétation. Voilà, donc autant de sujets sur lesquels parfois on prend des coups et des coups vous en avez pris, vous en avez rendu. Vous nous expliquerez peut-être que la géopolitique, à sa façon, est aussi un sport de combat. Voilà. Alors, la carrière, on va dans la première partie parler de la carrière qui est la vôtre, donc je la résume pas, ou quelques mots simplement pour dire que vous êtes parti des sciences politiques, vous avez un doctorat de droit, que vous avez appliqué à la question du désarmement, donc ça remonte déjà une quarantaine d'années. Vous avez eu un engagement politique, d'abord au Parti socialiste unifié, le PSU, puis ensuite au Parti socialiste, un parti que vous avez quitté en 2003. Vous avez investi depuis longtemps le domaine des relations internationales en développant donc cette notion, cette discipline de la géopolitique. Je crois qu'en 1985, vous aviez pour la première fois publié la revue de l'année stratégique, c'était donc qui a été régulièrement ensuite actualisée. Et en 1991, vous avez créé l'Institut des relations internationales et stratégiques, l'IRIS, qui existe toujours aujourd'hui, donc une institution solide, un centre de réflexion. Les anglo-saxons parlent de think tank, et ce think tank, ce centre de réflexion est répertorié aujourd'hui comme un des centres de référence à l'échelle internationale et bien sûr à l'échelle française. Vous avez d'ailleurs élargi l'IRIS à la formation, donc je crois que c'est depuis 2002,
que vous avez donc ouvert l'IRIS Sup, donc une école qui forme des étudiants au métier de la géopolitique. Vous aurez peut-être l'occasion de nous dire ce que sont les métiers de la géopolitique. Voilà, vous êtes un chercheur, un auteur prolifique, avec des intérêts très larges, donc aussi larges que la géopolitique elle-même. Alors vous avez des domaines de prédilection, le désarmement, le nucléaire, les relations Est-Ouest, mais aussi l'Europe, la politique étrangère de la France, le Moyen-Orient, voilà, entre autres. Vous êtes aussi très attentif à la dimension géopolitique du sport. Vous avez consacré de nombreux ouvrages donc au sport, sous cet angle de la géopolitique. Vous êtes assez proche de la Fédération française de football, puisque vous êtes toujours, je crois, un membre de son conseil d'éthique. Voilà. Par ailleurs, donc, vous êtes très présent dans les médias. Vous estimez d'ailleurs parfois un peu maltraité par certains médias. Vous nous direz peut-être un mot des différends que vous avez avec certains organes de presse, certains médias. En tout cas, en 2016, vous avez choisi d'ouvrir vous-même une chaîne YouTube, donc de vous donner à vous-même un média propre. Donc cette chaîne YouTube qui s'appelle Comprendre le Monde et qui a actuellement, je crois, 160 000 abonnés. 171 000 internautes. Merci. Bah oui, mais ça augmente tous les jours. Ceux qui ne le sont pas encore, vous pouvez le faire, c'est gratuit. Voilà. Alors, je vais tout de suite donner la parole aux étudiants. Donc, 3 parties. Une première partie sur la trajectoire de Pascal Boniface. Une deuxième partie où on va essayer de cerner un petit peu ce qu'est la géopolitique aujourd'hui et son évolution. Et puis, la troisième partie, c'est une petite revue, forcément lacunaire, parce qu'on n'a qu'une heure et demie, mais une petite revue des enjeux de la géopolitique actuelle, avec les points chauds peut-être, les points chauds de la planète, les problèmes que vous aimez traiter. Voilà. Donc je donne la parole tout de suite à Amélie et à Alexandre. Donc honneur à vous, Amélie, pour nous faire la première question consacrée donc à la trajectoire de Pascal Boniface. Amélie. Merci. Bonjour monsieur, bonjour à toutes et à tous. Vous avez donc étudié au lycée Saint-Exupéry de Mantes-la-Jolie, puis à l'université Paris 13, où vous avez consacré votre thèse de droit international aux questions du désarmement. Qu'est-ce qui vous a amené à faire de la recherche sur la géopolitique? Était-ce une rencontre, une nécessité ou bien une ambition de plus longue date? Comme toujours, moi je ne crois pas aux vocations soit au berceau, c'est le hasard des rencontres qui fait évoluer les gens. Je suis rentré à la fac de droit pour avoir un boulot, parce qu'à l'époque, dès qu'on faisait les études, on avait un boulot. Ça a changé depuis, mais à l'époque c'était comme ça. Et je voulais au début devenir avocat pour défendre plus que la veuve et l'orphelin, le syndicaliste et l'ouvrier. Et puis j'ai rencontré des profs, je me dis que finalement le métier d'enseignant et d'enseignant à la fac, c'était sympa, parce que c'était un renouvellement incessant, c'est qu'on faisait jamais la même chose, et j'aime pas faire toujours la même chose. Et au départ, en fait, je m'étais inscrit en droit, moi j'étais passionné par la politique, mais pour moi, Sciences Po, ça me paraissait objectif lune, quoi. Ça me paraissait un truc réservé à une petite élite, en tout cas, ce n'était pas fait pour moi. Donc j'ai fait droit pour avoir un boulot. Mais j'avais un regret, c'est que j'adorais la politique, donc je faisais un peu un truc, bon. Et après, en droit, je me dis quand même, il y a des matières qui sont plus politiques, le droit constitutionnel ou le droit international, plus que le droit administratif. Donc je me suis un peu spécialisé. Puis voilà, c'est le hasard. J'ai rencontré un prof de droit international, Alain Pelé, qui m'a séduit parce qu'il avait une ouverture intellectuelle. Les profs à la fac, vous le savez tous, il y a les bons, il y a les mauvais, tout le monde n'est pas bon. Bon. Et donc lui était vraiment excellent, il m'a fasciné, etc. Et donc je me suis embringué avec lui. Et comme à l'époque, il avait travaillé avec Jean-Pierre Cotte, qui était un député et prof aussi, mais qui avait ouvert un centre sur le désarmement, je me suis intéressé au désarmement. Il aurait ouvert un centre sur le développement économique, je me serais intéressé au développement économique. Il faut dire que le désarmement, à l'époque, c'était une question chaude. Oui, alors on en parlait beaucoup. Il y avait une session extraordinaire de l'ONU sur le désarmement. C'était assez à la mode. Il y avait les négociations. Mais vraiment, c'était... Moi, au début, je me suis mis un peu comme ça pour suivre mon prof, quoi. Et puis après, c'est comme tout. Quand tu commences à travailler sur quelque chose, tu commences à connaître les détails, tu commences à t'intéresser, à avoir plus de ressorts. Et puis, je dirais que je suis passé du désarmement à la défense, du désarmement nucléaire à la dissuasion nucléaire et du droit à la science politique. Toujours pour élargir un peu le champ. Mais donc, il n'y a pas de vocation initiale. Alexandre.
Alors, comme ça a été dit en introduction, bonjour Monsieur Boniface déjà. Vous êtes engagé jeune en politique, donc vous avez milité au PSU jusque dans les années 80, puis vous êtes devenu assistant parlementaire au sein du groupe PS de l'Assemblée. Comment, tout simplement, vous en êtes venu à vous engager en politique, à militer ? Bon, au lycée, j'étais un peu remuant, quoi, donc je trouvais que c'était bien de s'engager. À l'époque, il y avait eu quand même des grandes batailles contre la loi Debré qui voulait réduire. À l'époque, il y avait le service militaire et donc il voulait retirer pas les dispenses, mais normalement, quand on était étudiant, on allait plus tard au service militaire, ce qui était gênant pour les militaires, parce qu'ils avaient des types qui étaient déjà un petit peu plus rebelles, etc. Donc le Debré, qui était ministre de la Défense à l'époque, voulait modifier et retirer les sursis, voilà, pour aller plus tard. Donc on s'est tous mobilisés contre ça. Bref, on se mobilisait pour quand même assez facilement finalement, et c'était chouette, c'était bien. Et puis moi je dirigeais le foyer du lycée, j'ai écrit un journal, etc. Donc bref, ça me paraissait un peu naturel de m'engager. Et le PSU me paraissait un parti sympa à l'époque parce que c'était à la fois assez à gauche et pas trop sectaire, quoi. Et C'était encore le parti de Michel Rocard ou plus? Oui, alors justement, j'ai connu Michel Rocard là-bas, il s'en rappelle pas, mais j'ai quitté le PSU parce que ce que je voulais en 1974, c'est présenter Charles Piaget, qui avait une grève à LIP, et les ouvriers de LIP, qui était une usine de montres, devaient être licenciés, ils avaient pris le stock de montres, et le slogan c'est « on produit, on vend, on se paye ». Et donc ils vendaient eux-mêmes les montres. C'est le modèle de l'autogestion. De l'autogestion. Donc moi je trouvais ça vachement séduisant. Et donc du coup, on voulait que cet ouvrier soit candidat plutôt que d'aller voir Mitterrand. Et puis en fait, bon voilà, après c'était Mitterrand. Et puis je suis devenu peut-être plus raisonnable en me disant il fallait peut-être plutôt quelque chose de possibiliste avec Mitterrand que de mieux, mais vachement plus lointain avec le PSU, quoi. Amélie. L'IRIS, donc l'Institut de Relations internationales et stratégiques, que vous créez en 1991, publie chaque trimestre la Revue internationale et stratégique. On compte plus d'une trentaine de revues et journaux francophones de géopolitique, Le Monde diplomatique, Hérodote. Qu'est-ce que votre revue peut apporter de plus ? Pourquoi cette nécessité de publier dans un milieu déjà saturé, au lectorat réduit, dans une discipline qui est déjà accaparée par les chercheurs anglo-saxons ? Alors justement, c'est bien de ne pas laisser le monopole aux chercheurs anglo-saxons, qu'il y a un peu de diversité, parce que c'est vrai que les questions stratégiques sont moins maintenant, parce que ça se multipolarise un peu, mais pendant très longtemps, les boussoles, c'était la Mecque, c'était Washington. Et ceux qui voulaient faire carrière étaient quand même les centres de recherche, les financements, les think tanks, etc. Tout ça, c'était très atlantique. Et pourquoi mes collègues... Moi, je suis plutôt dans la ligne gaulo-mitterrandiste. Je ne suis pas très atlantiste ou néoconservateur. Mais la plupart de mes collègues sont très atlantistes, voire néoconservateurs, parce que c'est là qu'il y a les financements. Alors, je ne dis pas qu'ils sont payés, mais quand vous voyez toujours les mêmes personnes, vous pensez la même chose. À force de tourner en rond, à force d'être dans des colloques, l'OTAN à la croisée des chemins, etc., vous pensez, pourquoi les gens de l'OTAN pensent tous qu'il y a une menace russe, c'est qu'ils se répètent ça tous les matins. Donc, ils finissent par le croire. Donc j'ai créé cette revue au départ parce qu'en fait, je trouvais que les publications qui étaient là ne faisaient pas beaucoup d'espace aux jeunes talents et notamment à ceux qui n'étaient pas dans la norme atlantiste. Donc c'est aussi pour avoir mon espace, puisque disons, en créant ma revue, j'étais sûr de pouvoir publier déjà, c'est déjà pas mal. Et puis finalement, oui, alors c'est sûr qu'on n'a pas des tirages déments, mais c'est une revue qui se tient et qui existe quand même maintenant depuis un bout de temps, donc ça prouve quand même qu'elle a son utilité, et je vais en faire une revue de débat. Et nous, à l'IRIS, notre truc, c'est qu'on fait toujours des débats contradictoires. On n'essaye pas de faire des débats où les convertis prêchent les convaincus. Alors, il y a des gens qui refusent de débattre avec moi, ça c'est leur problème, mais moi je ne refuse de débattre avec personne. Mais pardon, juste pour relancer, mais en 1991, Amélie a parlé de milieux saturés de ces revues de géopolitique. C'était pas forcément le cas en 1991. Si. Nous, on dit maintenant d'ailleurs, parce que, saturé, il n'y a pas tant que ça. Puis il y a des revues qui naissent, d'autres qui meurent. Il faut voir celles qui durent. Hein. Ce qui compte, c'est la durée. C'est est-ce que tu es encore là, gars ? C'est oui, tu es encore là. Donc ça prouve que ça correspond à quelque chose. Ta curiosité est assouvie, Amélie ? Tout à fait. Oui. Alors, Alexandre. Alors, il vous est arrivé plusieurs reprises de donner votre opinion dans les médias.
Donc ne pensez-vous pas que vos prises de position, on peut penser à celle par exemple sur le conflit israélo-palestinien, elles pourraient mettre en danger votre position de chercheur? Et plus généralement, quelle conception vous faites de la neutralité d'un chercheur? Est-ce qu'un chercheur doit-il être... Tu peux peut-être dire quelle est la position peut-être de Pascal Boniface sur le conflit israélo-palestinien, ou peut-être peut-il le dire lui-même. Non, est-ce que mes prises de position mettent en danger ma position de chercheur? Non. Elles mettent en danger l'IRIS. Parce que l'IRIS a failli disparaître du fait que je prenais des positions. Grosso modo, je disais que par rapport qu'on ne pouvait pas renvoyer dos à dos israélien-palestinien, parce qu'il y a quand même un peuple occupant et un peuple occupé, et que quand c'est comme ça, il y en a qui ont quand même plus de responsabilité que d'autres. Et qu'on ne pouvait pas se contenter de les renvoyer dos à dos en disant chacun a ses torts. Bon, et ça, effectivement, dès que... si je critique par exemple Xi Jinping ou Poutine, personne ne va dire que je fais du racisme anti-russe ou anti-chinois. Si je critique Naftali Bennett, Netanyahou ou Sharon, on va dire que je suis antisémite. C'est ça la grande différence. C'est que ce conflit est tout à fait à part, de par plein de sensibilités, l'histoire lourde de l'antisémitisme. Et comme le gouvernement israélien est quand même un petit peu en dehors, moi j'étais pro-israélien quand Rabin était au pouvoir. Quand Rabin allait vers la paix, j'y ai cru. Bon. Et ensuite, on s'en éloigne. Donc j'ai choisi ce métier pour être libre. J'ai beaucoup de collègues, effectivement, qui me disent « Tu sais, je suis d'accord avec toi, mais jamais je le dirai en public, parce que je ne veux pas d'emmerde. » Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Il y a beaucoup d'hommes politiques aussi qui sont comme ça. Et dans les médias, il y a beaucoup de gens qui... Alors, quand tu es chercheur, c'est pas prendre position, c'est décrire les réalités. Tu ne peux pas dire « Il n'y a pas d'occupation », il y a l'occupation. Tu ne peux pas dire que c'est conforme au droit international, c'est pas conforme au droit international. Bon. Alors ça m'a valu des ennuis. Mais le pire qui m'a valu des ennuis, c'est pour ça que, puisque Christophe en parlait, je suis bienvenu dans certains médias, mais je suis interdit à France Culture, à France Inter, c'est quand j'ai fait les intellectuels faussaires. Parce que là, je me suis attaqué à des veaux sacrés dans le monde intellectuel et des médias. Et ça, je veux dire, si tu es insider, tu n'attaques pas les insiders. Parce que si tu commences... Alors on peut les citer, il y avait Caroline Fourest, il y avait Bernard-Henri Lévy. Je vais encore te signaler en préfaçant le bouquin d'un type qui était proche de Soral, Bernard-Henri Lévy, Alexandre Adler, qui était une figure de France Culture, etc., etc. Et donc depuis, je suis interdit de séjour à France Inter et à France Culture, et banni du monde, etc., parce qu'on n'attaque pas... on est dans un petit milieu. Si on commence à s'attaquer entre nous, le public va apprendre des choses qu'il ne doit pas savoir. Bon, mais moi, si tu veux, plus que socialiste, moi, en fait, ma devise, c'est ni Dieu ni maître, quoi. Donc, je n'ai pas fait ce boulot-là pour faire des compromis, ou encore moins des compromissions. Donc, je prends des coups, ok, j'en rends, et puis, mais en même temps, les gens savent que si je prends telle position, c'est pas en fonction d'un intérêt caché, parce que j'ai besoin de quelque chose, etc. Et je dirais que le prix à payer, c'est les interdictions dans certains médias. La récompense, c'est les marques de soutien très fréquentes que je reçois. Alexandre, tu voulais... Je suis satisfait de la réponse. Ça va, ça te va, ça me va. La réponse te convient? Bon, très bien. Vous aussi Bon. Amélie. Votre chaîne YouTube donc, comptabilise aujourd'hui plus de 171 000 abonnés, ce qui est un nombre conséquent. Pensez-vous toucher grâce à cette dernière un nouveau type de public, une audience peut-être plus jeune qui n'aurait potentiellement pas lu vos ouvrages? Quel est le profil type de vos abonnés? YouTube constitue-t-il un nouvel outil, un nouveau moyen de diffuser le savoir, mais surtout de le vulgariser et de se distinguer ainsi des médias traditionnels? Oui, clairement. D'une part, c'est la liberté, puisque c'est moi qui choisis. Donc, du coup, les gens, soit ça les intéresse, ils y vont, soit ça ne les intéresse pas, ils n'y vont pas. C'est la liberté. Et là, au moins, je ne suis pas censuré. Est-ce que ça touche un nouveau type de public? Oui, parce que j'ai vendu aucun bouquin à 171 000 exemplaires. Donc j'imagine qu'il y a un nouveau type de public, et le fait que ce soit gratuit n'est peut-être pas pour rien dans le fait qu'il y a aussi plus de monde. Mais oui, je vois bien, vos modes de consommation de votre génération sont différents des nôtres. Vous lisez de moins en moins de bouquins, votre génération. Moi, je suis un très grand consommateur de livres, mais ça tient de mon éducation, de mon passé, etc. Et donc, est-ce que c'est vrai ce qu'il vient de dire? Parce que c'est peut-être une idée reçue, hein, non? Bon, alors attends, on va voir. Non. C'est quoi le dernier bouquin que tu as lu en relations internationales? C'est quoi le dernier bouquin que tu as lu en relations internationales? Oh ben là, Okay. Voilà. Non, mais voilà. On n'est pas des spécialistes. Non mais les jeunes là qui sont dans la... Levez la main, ceux qui lisent des bouquins régulièrement là. Levez la main quand même. Ceux qui lisent des bouquins régulièrement, pas, Ouais, vous trichez pas. Bon, et Pascal. Bon, Pascal. oui. Bah, attends, on va pas faire une interro écrite, mais bon, voilà. bon.
Bon, merci. Bon, en tous les cas, bon, il y a quand même une perte de lecteurs, même si les manuels, ça marche très bien, etc. Je pense que beaucoup d'entre vous ont bossé sur mes manuels, moins sur les essais. Et la chaîne YouTube, tu touches un public parce que c'est immédiat. Et en fait, les gens, c'est vrai que tu ne peux pas lire un bouquin moins dans les transports. YouTube, je sais que beaucoup écoutent dans les transports. Et aussi, tu choisis le moment, puisque tu l'emmènes, etc. Ah, oui. Donc, c'est quelque chose qui crée un lien direct avec le public. Tu réagis quand tu veux à l'actualité, et surtout, c'est immédiat. Donc, il y a des podcasts un peu longs, un peu pédagogiques sur des sujets lourds, et puis des trucs d'humeur pour répondre à l'actualité plus fréquemment. Mais surtout, ça donne une très grande souplesse. Il y a des centaines de vidéos qui sont podcastables, qui sont consultables. Ouais, on doit être à 300, 400. Donc, il y a des vidéos style Expliquez-moi où je fais avec des cartes, j'explique un conflit ou un sujet. Et puis après, comme là, celle que j'ai fait lundi matin, c'est rapidos sur, comme j'étais covidé, j'étais coincé chez moi, c'était sur Djokovic et c'est quoi l'impact géopolitique de l'exclusion de Djokovic de l'Open d'Australie. Eh bien, justement, c'est quoi la réponse alors ? La réponse, c'est que Scott Morrison a joué... Le Premier ministre Le australien. Premier ministre australien a fait de la politique intérieure. Il savait que les Australiens qui ont été confinés pendant 223 jours étaient hostiles à la venue de Djokovic, puisqu'il n'était pas vacciné, mais qu'il aurait dû laisser faire ça par quelqu'un d'autre. Mais comme il a les élections dans 4 mois, il s'est précipité pour jouer les pro-chevaliers. Si Djokovic avait été américain, Scott Morrison n'aurait rien fait. Il aurait laissé d'autres gérer. Et même si Djokovic a eu le tort de mentir sur son état et de penser qu'il avait un passe-droit, il est certain qu'il représente en Serbie, c'est le premier qui a rendu sa fierté aux Serbes. Avant Djokovic, quand tu parlais des Serbes, tu parlais de Madlic et de Karadzic, de criminels de guerre. Avec Djokovic, tu parles de quelqu'un qui est, même si tu peux gueuler sur le fait qu'il n'est pas clean sur la vaccination et sur les passe-droits, mais au moins il est positif. Et donc pour les Serbes, c'est... Novak Djokovic. Et pour les Serbes, c'est un sentiment de fierté. Donc en fait, Djokovic a été pour les Serbes ce que l'équipe d'Allemagne de football a été pour les Allemands en 1954, redonner pour la première fois à un peuple le droit d'être fier de soi-même. Il est certain que si Djokovic se présente à la présidence de la Serbie, il est élu par 90% des voix. D'accord. S'il disait aux Serbes allez vous faire vacciner, tu aurais un taux de vaccination de 99%. Bon. Une dernière question peut-être sur cette partie de la trajectoire. Voilà, une question un peu de transition. Donc vous terminez vos études à la fin des années 70. Où en étions-nous à l'époque dans l'étude de la géopolitique ? Est-ce que la discipline existait en tant que telle ? Et quelles sont les évolutions que vous constatez dans le domaine de la géopolitique aujourd'hui ? Non, on parlait de relations internationales, on ne parlait pas de géopolitique. Alors Yves Lacoste avait écrit avant de sombrer dans le racisme, comme il le fait malheureusement, mais à l'époque il avait fait un bouquin, La géographie ça sert d'abord à faire la guerre, qui avait voulu réhabiliter la géopolitique. Mais la géopolitique, elle était liée aux généraux argentins et chiliens, ça n'avait pas très envie, parce que les Pinochet avait fait de la géopolitique, Videla, etc. Et elle était liée surtout à l'Allemagne, au nazisme, l'utilisation par le nazisme de l'espace vital. Et donc, on liait beaucoup géopolitique à l'extrême droite, voire au nazisme. Ce qui est tout à fait, je dirais, anormal, parce que Hitler a aussi créé les autoroutes, on les prend quand même. Donc pourquoi le fait qu'Hitler ait instrumentalisé la géopolitique n'aurait pas dû parvenir à diaboliser la géopolitique ? Il s'est servi de la médecine aussi. Bon, on ne l'a pas dit, il ne faut plus faire de médecine parce qu'il y a Mengele. Bon, on l'a fait pour la géopolitique. Et puis, au fur et à mesure, on a réhabilité la géopolitique. À l'époque, Alain Lancelot, paix à son âme, avait lancé à Sciences Po les grandes lignes de partage du monde contemporain. Je lui ai dit, mais c'est des relations internationales. Il dit, non, c'est différent, parce que c'est global. Je dis, mais les relations internationales, c'est global. Puisque les relations internationales, il faut que tu mettes de l'histoire, il faut que tu mettes de la géographie, il faut que tu mettes de l'économie, il faut que tu mettes de la sociologie, il faut que tu mettes un peu tout. Sinon, tu ne peux pas comprendre. Mais à l'époque, géopolitique, ça faisait facho, quoi. Donc on disait non. Et puis maintenant, tout le monde fait de la géopolitique, comme M. Jourdain d'ailleurs, et c'est redevenu à la mode, parfois de façon excessive. Mais c'est vrai qu'entre la mondialisation, la globalisation, le fait que la notion même d'affaires étrangères est dépassée. C'est quoi une affaire qui est étrangère ? Rien n'est étranger. Tout nous concerne. Tout nous concerne. Et donc, effectivement, la géopolitique est redevenue, lorsque il va y avoir les midterm elections en novembre, ce n'est pas les élections américaines, ça nous concerne aussi. Il y aura des conséquences pour l'Europe, etc., etc. Donc, en fait, on voit que et la géopolitique, c'est l'étude des rivalités sur un territoire ou pas, et donc c'est aussi les relations internationales. Mais si maintenant tu dis relations internationales, ça fait
fac de droit des années 70, ça fait ringard. Mais Donc, alors faut dire justement, géopolitique. mais Pascal, pourtant, votre institut s'appelle toujours Institut des relations internationales Ouais. et stratégiques. Vous n'avez jamais pensé de le rebaptiser? Bah, si on le met Institut de géopolitique, ça existe déjà, c'est l'Institut français de géopolitique, donc on va pas. Et puis on l'a créé comme ça. Iris, en plus, ça sonne bien. La marque commence à être connue, donc on fait de la géopolitique, on fait de la géostratégie, on fait des relations internationales. Voilà quoi. Donc, Voilà, on garde le sigle. On garde le sigle. Ouais. Je vais remercier Alexandre et Amélie. Merci beaucoup à vous Merci deux. à vous. Donc vous allez regagner vos places. Et j'appelle Raphaël Serrault et Jules Reya pour la deuxième partie. Pendant qu'ils s'installent, je me rappelle qu'il y avait un ministre français des Affaires étrangères dont on disait qu'il était le ministre des Affaires qui lui était étrangère. Mais je ne le citerai pas. Hein. C'était le Condorcet, oui. Ah oui, c'est ça. Bon, d'accord. Oui, sur Le Condorcet, non, ça, j'aurais pas osé. Enfin, je le savais, mais j'aurais pas osé. Voilà. En tout cas, mais c'est vrai que le ministère des Affaires étrangères, ça fait un petit peu vieillot maintenant. On a parlé sous Chesson du ministère des relations extérieures. Des relations extérieures. Voilà, hein. C'était voilà, il y avait eu ça aussi comme C'était une intitulé. innovation de la part de Mitterrand, effectivement. En 82, c'était voilà, c'est ça, 82. Ouais. Alors, la deuxième partie de notre entretien, nous la consacrons à. Alors, on l'a un peu abordé puisque la dernière question posée, donc c'était sur la géopolitique et ses évolutions. Donc, on va un petit peu creuser ce sillon. Et donc, Raphaël et Jules. Alors, lequel commence? C'est moi. Hein? Bonsoir Monsieur Boniface. Donc, c'est bonsoir Jules. tout le monde. Du coup, on voulait savoir si vous pouviez revenir sur cette définition de la géopolitique, sur ses spécificités comparées à d'autres disciplines, et aussi dans quelle mesure la géopolitique nous sert à mieux comprendre certaines tensions actuelles, comme notamment celle entre la Russie et l'Ukraine, par exemple. Parce que c'est la base même, c'est l'étude des rivalités entre entités qui peuvent être des États, mais aussi des ONG, des firmes multinationales, des institutions internationales. Donc, et la géopolitique, c'est pas une discipline en tant que telle universitaire, mais elle se sert de toutes les disciplines universitaires. Si tu veux comprendre, par exemple, puisque tu prends l'exemple de la Russie et de l'Ukraine, tu peux pas comprendre ce qui se passe entre Moscou et Kiev si tu connais pas l'histoire de la Russie et le fait que l'Ukraine est la base même de la naissance de la Russie. Tu peux pas le comprendre si tu fais pas un peu d'économie, par où passent les gazoducs, quel est le mix énergétique de l'un et de l'autre, quel est l'état de l'économie ukrainienne, quel est l'état de l'économie russe, etc. Tu peux pas le comprendre si tu fais pas un peu de stratégie. Le glissement de l'Ukraine vers l'Ouest, le fait que c'était un pays divisé entre l'Est et l'Ouest et que Poutine, en annexant la Crimée, a gagné la Crimée mais a perdu l'Ukraine. Puisqu'aujourd'hui, le sentiment national ukrainien se fait contre la Russie et non pas avec la Russie. Tu dois aussi y mettre de la sociologie. Quelle est la composition du corps électoral ukrainien, avec quand même une très forte partie d'extrême droite sur lequel on jette un voile pudique, puisque ce sont censés être nos alliés et que tout ceci n'est pas très glorieux, etc., etc. Donc en fait, tu as un peu tout ça. Pour comprendre un phénomène géopolitique, tu dois faire appel à un tas d'autres disciplines qui, ensemble, font une compréhension des phénomènes géopolitiques. Mais c'est avant tout la rivalité, parce que le monde, les relations internationales, la géopolitique, c'est une affaire de puissance avant tout. C'est une affaire de puissance, c'est pas régi par le droit. Le droit est l'un des éléments. Il peut servir, il peut venir diffuser ou amoindrir des rivalités. Mais grosso modo, ce sont des affaires de puissance, de rapport de force, et ça. Moi, je dis souvent, quand j'étais au lycée, il y avait donc dans les 70, puisqu'on a aimablement rappelé la fin de mes études, et donc on faisait de l'anglais. Il y avait de l'anglais. Enfin, il y a des langues vivantes, ce qu'on appelle langues vivantes, quoi. Bon. Et ça nous faisait chier, parce qu'en fait, t'aimais les matières si le prof était sympa, quoi. Et on avait une prof qu'on respectait pas trop, on foutait le bordel, etc. Bon, bref, je voyais pas l'intérêt de faire de l'anglais, parce que je n'allais pas en Angleterre, je ne comptais pas aller aux États-Unis, et je comptais pas devenir prof d'anglais. Bon, donc, je préférais faire le con que de faire l'anglais, quoi. Bon. Et puis, maintenant, si t'es pas un minimum d'anglais de globish, t'es paumé. Je me suis mis à l'anglais après mes études. Parce que j'ai redoublé, en fait, pour faire un aveu, puisque ça a retardé un peu mes études, finalement. Et donc, en première année de droit, il y avait des cours d'anglais juridique. Et on était tous là en disant, ah bah non, j'ai fait de l'anglais au lycée, au collège, 7 ans, 8 ans me concernant, donc je ne parle pas anglais. Donc on disait tous, en arrivant, après quand même, après le bac, on a eu bac, etc. Ah bah non, j'ai fait que 7 ans d'anglais, donc je ne parle pas anglais. Enfin, c'était aussi la façon dont on apprend les langues vivantes au lycée.
Donc aujourd'hui, je me suis mis à l'anglais par la suite, parce que je ne peux pas faire mon métier si je n'ai pas l'accent d'Oxford, mais enfin, je peux circuler, quoi. Donc je me suis mis à l'anglais par la suite. Et bien la géopolitique, c'est pareil. Avant, la géopolitique, tu en faisais si tu voulais devenir prof de géopolitique. Aujourd'hui, tu en fais si tu veux faire n'importe quoi. Parce que, comme l'anglais, c'est obligatoire. Parce que tu ne peux pas bouger dans le monde si tu n'as pas une connaissance un peu de ce qu'est la Chine, les États-Unis, les relations qu'ils ont entre eux, les rétroactions de Poutine, pourquoi Poutine pense ça, etc. Donc en fait, la géopolitique fait partie du bagage quotidien de tout citoyen et de tout acteur économique, comme aujourd'hui l'anglais. Donc tu dois avoir les bases minimum de l'anglais, même si tu ne veux pas enseigner l'anglais à la fac ou au lycée, et tu dois avoir les bases minimum de la géopolitique, même si tu ne veux pas être prof de géopolitique ou expert en géopolitique. Donc c'est devenu indispensable. Indispensable, et tu le vois bien, il y a de plus en plus d'émissions de géopolitique. Avant, c'est dans l'air, ils me disaient, ouais, on fait de la géopolitique parce que service public, donc voilà, c'est notre devoir. Maintenant, ils me disent, on fait de la géopolitique parce que ça fait de l'audience, tout simplement. Donc, on fait... T'en as au lycée, les pages, t'en as plus dans les journaux, etc. Auparavant, on disait que ça faisait fuir le public. C'est plus vrai maintenant. Parce que les gens ont bien compris, y compris avant le Covid-19, que sans un minimum de notion de ce qui se passe en dehors des frontières, t'es un peu paumé. Cette très belle émission, Le Dessous des cartes. Et le dessous des cartes, oui, de mon ami Jean-Christophe Dictor, hélas disparu, qui a été repris par Émilie Aubry et qui marche très bien sur Arte. Alors, Raphaël, à toi. Bonjour Monsieur Boniface, merci à vous d'être parmi nous ce soir. Alors dans Très, votre très livre, poli, dis donc. Tant mieux, il ne va pas m'insulter. Il ne va pas m'insulter non plus. Courtoisie, Pas- c'est parfait. Tu Ils sont préfères, parfaits, tu ces préfères étudiants. qu'il m'engueule, non? Ah ben non, mais je suis ravi. Allez. vous pouvez me tutoyer. Alors, dans votre livre 50 idées reçues sur l'état du monde, vous démontez l'idée selon laquelle les experts aident à comprendre le monde. Vous posez la question, l'objectivité et la neutralité peuvent-elles exister sur des sujets aussi sensibles et aussi importants que les relations internationales? Et vous répondez, certainement pas. Monsieur Boniface, est-ce à dire que la géopolitique n'a pas le statut de science, selon vous? Les sciences humaines, ce n'est pas les sciences dures. Donc, aussi bien en géopolitique qu'en sociologie, qu'en sciences politiques, tu peux avoir des avis qui sont contestables. C'est-à-dire que tu ne vas pas contester une équation mathématique. Bon, moi je ne les comprends même pas, mais enfin, tu vois, j'ai encore moins les contester. Par contre, tu peux très bien ne pas être d'accord. Si tu prends par exemple le cas de la Russie et de l'Ukraine, certains vont te dire Poutine est révisionniste, il veut mettre à feu et sang l'Europe et il va envahir l'Ukraine. D'autres vont se dire il veut juste des exigences de sécurité, il estime que la Russie a été humiliée dans les années 90. C'est deux avis contraires, deux explications tout à fait différentes, et les gens qui pensent ça peuvent être aussi sincères les uns que les autres. Ils ont des avis différents sur le même sujet. Par contre, quand quelqu'un vient m'expliquer qu'il y a des armes nucléaires en Irak et qu'il faut faire la guerre, comme en 2003, et qu'ensuite les mêmes viennent nous dire « Ah, attention, en 2005, l'Iran est à 6 mois de l'arme nucléaire », toc, 2006, 2007, 2008, 2009, toc, 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 2021, toujours 6 mois de l'arme nucléaire. Tu te dis, soit le type est vraiment incompétent, soit il est vraiment malhonnête. Mais en tous les cas, il ne fait pas le même boulot que moi. Donc moi, je veux bien discuter avec les gens avec qui je ne suis pas d'accord. Il y a plein de gens avec qui je ne suis pas d'accord, mais j'ai fait un podcast récemment sur son bouquin avec Michel Duclos. Lui est plutôt Atlantis, mais je sais qu'il est honnête, on n'a pas la même formation, on n'est pas d'accord. Mais Michel ne va pas raconter des mensonges. Mais ceux qui venaient nous dire qu'il fallait de tout, que la guerre en Irak a été légitime en 2003 parce qu'il y avait des armes nucléaires en Irak, ils étaient vraiment pas très spécialistes. Où en fait, ils répétaient comme des perroquets les éléments de langage donnés par le Pentagone, donc qui ne viennent pas se dire être experts. Ils étaient ils étaient en fait des gens qui faisaient de la désinformation. Merci. Alors, Jules, on te passe la parole. Vous utilisez très souvent des cartes dans vos ouvrages et dans vos vidéos. Quelle est sa... Surtout dans les atlas, en fait. Oui, c'est vrai. Quelle est sa place au cœur de la géopolitique? Est-ce uniquement un outil pédagogique et surtout comment vous les choisissez? Alors comment je l'ai choisi? En fait, je ne les fais pas. C'est le cartographe qui les fait. Avec Hubert Védrine, pour les atlas qu'on fait, on a un très bon cartographe, Jean-Pierre Magnier, qui fait des cartes vraiment au cordeau. Nous, on donne les grandes indications. Lui, il nous ferait une carte là-dessus. Moi, je ne suis pas cartographe. Donc les cartes, je les valide, mais je ne les choisis pas. Je dis ce qu'il faut, sur quel sujet je veux une carte et quels sont les éléments que je voudrais voir sur la carte. Et quand tu as affaire à un cartographe professionnel de qualité, le type apporte sa patte lui-même et justement, il fait ce boulot-là pour être créatif et pour apporter un plus. Alors les cartes, elles doivent
La carte, c'est difficile parce que des fois, tu as des cartes qui sont trop surchargées. Donc, du coup, tu lis plus rien. Mais si tu n'as qu'une carte où il n'y a que 2 ou 3 indications, tu n'apprends pas grand-chose. C'est subtil l'équilibre d'avoir une carte avec suffisamment d'éléments d'information, mais qui restent lisibles, qui ne viennent pas. Tu peux faire une carte où il y a 40 éléments d'information, ça satisfait l'ego, mais personne n'y comprend plus rien. Donc il faut quand même aider le lecteur à saisir directement de quoi s'agit-il. Merci. Raphaël. Vous avez écrit donc sur la géopolitique du foot, une émission du dessous des cartes traitée sur la géopolitique des moustiques, qui elle-même avait été traitée par un ouvrage d'Éric Orsena. Mais pouvons-nous dire qu'il y a une géopolitique de tout ? Non, il y a des limites, bien sûr. Alors, une fois encore, le côté mode de la géopolitique fait que c'est un moyen commode de traiter d'un sujet. Mais là, par exemple, le dernier podcast que j'ai fait, c'est sur la géopolitique du luxe. On va dire, ouais, il exagère un peu quand même. Non, parce que c'est vrai que si tu veux comprendre la montée en puissance de la Chine, le luxe, c'est aussi une façon de le faire. Puisqu'aujourd'hui, l'industrie du luxe, c'est 40%, elle est achetée par les Chinois. Donc, à travers ça, tu peux aussi comprendre l'évolution du monde. Bon. Sur le foot, tu vas voir la Coupe du Monde au Qatar, si ce n'est pas de la géopolitique, bien sûr que oui. Regarde la Coupe d'Afrique des Nations, les Algériens qui sont complètement vent debout pour savoir si on passait le tour. Je précise d'ailleurs je crois que le coup d'envoi vient d'être donné, non ? D'accord. Moi, j'ai eu 2 moments dans ma vie. Moi, je ne suis pas spécialiste d'une région, donc je me balade un peu dans tous les coins du monde au gré des invitations. Il y a eu 2 moments où, en tant que Français, j'étais reçu par les vivats avant même que je prenne la parole. Et non, ça ne se gâtait pas dès que je prenais la parole, Christophe, si c'est ça que tu voulais dire. C'était 1998, allez. Voilà, après la victoire de la France en Coupe du Monde. Et 2018. Et 2003. Ah, après 2003. le refus de l'Irak, de oui. la guerre d'Irak. Bon, c'est vraiment des moments. Donc, parce que une équipe de foot représente un pays. Donc, je pense que le sport est éminemment géopolitique, au-delà des affirmations hypocrites et apocryphes du fait qu'il ne faut pas mélanger sport et politique, ce que l'on fait tout le temps. Ça va, tu continues sur ce thème peut-être ? Alors non, moi je voulais continuer. Non, tu veux pas ? Mais Sur vas-y, mais on te l'enseignement. regarde la parole, vas-y. Voilà. Donc vous avez enseigné la géopolitique depuis 1983. Est-ce que vous avez remarqué une évolution de la discipline ? Autrement dit, peut-être des objets géopolitiques qui le sont devenus et qui ne l'étaient pas avant ? Bah oui, parce qu'en 83, j'enseignais les relations internationales et pas la géopolitique. J'avais le cours en première année de droit de relations internationales. Alors c'était assez sympa parce que j'ai remplacé un prof qui arrêtait son cours à la création de la Société des Nations. Donc il n'avait pas trop à le réactualiser. Et j'ai assez vite fait la différence, je dois dire, puisque je parlais un peu plus des choses actuelles. Et puis au fur et à mesure, donc c'était relations internationales. Qu'est-ce qui a changé ? C'est que, disons que ça a évolué, ça n'a pas radicalement changé. On dit, ça c'est un débat que j'ai avec mon collègue Bertrand Badi qui dit les États sont devenus obsolètes. Les États, non, moi je pense que les relations internationales sont toujours statocentrées et que l'État n'a plus de monopole, comme Raymond Aron écrivant en 62, Paix et guerre entre les nations, en écrivant que les relations internationales étaient avant tout des relations interétatiques. Non, il y a plein d'autres acteurs. Mais quand même, les autres acteurs s'adressent toujours à l'État. Je ne crois pas que l'État ait perdu sa pertinence. Je crois qu'il y a toujours des rapports de puissance. Je pense que les frontières n'ont pas disparu. Alors même si elles ont réapparu de façon soudaine avec le Covid, mais ceux qui disaient avant que les frontières n'ont pas disparu, Bertrand avait fait un livre, La fin des territoires, mais quand tu vas au 38e parallèle, comme il m'est arrivé plusieurs fois de le faire, tu vois quand même qu'il n'y a pas de fin des territoires. 38e parallèle, pour ceux qui ne savent pas, c'est la frontière entre les deux Corées. Ils savent tous. Ah bon ? Et quand tu es sur l'esplanade des mosquées, tu vois qu'il n'y a pas de fin de territoire, parce que le conflit israélo-palestinien, ce n'est pas un conflit religieux, c'est un conflit territorial et politique. Bon, bref, ça a changé dans la mesure où les États sont de plus en plus concurrencés, qu'il n'y a plus ce monde bipolaire. Moi, j'ai commencé à travailler dans un monde bipolaire. Maintenant, c'est plus ça. Ça évolue chaque jour, et chaque jour, il y a un lot de nouvelles qui modifient un peu le monde. Il est un peu comme cette femme décrite par Verlaine, ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, mais il change tous les jours. Mais en même temps, les révolutions stratégiques, il n'y en a pas tous les 4 matins. Quand on dit le 11 septembre a changé le monde, non. Le 11 septembre n'a pas changé le monde, il a frappé le monde, mais il n'a pas changé le monde. Les grands rapports de force sont les mêmes avant ou après le 11 septembre. La place des États-Unis ne change pas avec le 11 septembre.
Donc on dit plus relations internationales, on dit géopolitique, c'est plus branché, c'est plus moderne, ça Oui, mais on ça dit- englobe peut-être un peu plus d'éléments, mais enfin globalement, il s'agit quand même Oui, de mais la enfin, même chose. on emploie encore le terme de relations internationales. Voilà. Je pense que vous avez eu des cours de relations internationales. Alors, Jules, Depuis la réforme du bac, la géopolitique est enseignée en tant que spécialité. alors ça c'est une question qui intéresse vachement dans la salle, hein, parce qu'il il paraît qu'il y a plein de profs de géopolitique. Non hein? Levez la main les professeurs de géopolitique là, dans la salle. Mince alors, j'ai dit une bêtise. Bon. Daniel Truanglois, il m'avait juré qu'il y avait des professeurs de sciences politiques, Ceux qui ont levé de la main en disant qu'ils géopolitique avaient dans lu la un salle. bouquin récemment. Mais par contre, il y a des étudiants de géopolitique. Allez, Du coup, la géopolitique est enseignée en tant que spécialité au bac. Vous réalisez vous-même des livres pédagogiques qui se veulent accessibles, le dernier en date étant la géopolitique tout simplement. Selon vous, y a-t-il un âge pour comprendre la géopolitique? Bon, y a pas, c'est pas comme la vie politique, comme le monde, t'as pas d'âge. Tu peux expliquer à un enfant assez... Voilà, je te le recommande. Tu peux expliquer à un enfant de 5, 6, 7 ans que les Américains et les Chinois sont pas copains. Tu peux lui expliquer simplement. Ce bouquin, on l'a fait, l'idée n'est pas de moi, l'idée de Anne Sénéquier, ma co-autrice, qui voulait faire un bouquin familial que l'on puisse lire entre générations pour pouvoir en parler après. Et du coup, les illustrations le servent. Donc, il n'y a pas d'âge pour parler de géopolitique. Tu peux parler des élections présidentielles à un enfant. Il va comprendre que, bon, voilà, les gens ne sont pas d'accord, ils demandent ça. Ça dépend comment tu... T'es pas obligé... Moi, en fait, à chaque fois, parce que mes 2 parents sont morts, à chaque fois que je parle de géopolitique, je dis, est-ce que mes parents comprendraient ce que je raconte? Parce que c'est pas la peine de jargonner. C'est pas la peine de te planquer derrière des mots savants ou des concepts compliqués et souvent creux pour te donner l'impression que tu es important. Tu peux en parler de façon accessible et simple, et c'est comme ça que tu permets de faire comprendre les choses au plus grand nombre. Et du coup, pour vous, la spécialité au bac, c'est une bonne chose? Alors, je pense que la réforme, la spécialité au bac, c'est une bonne chose, parce qu'il faut faire de la géopolitique, c'est ce que je disais tout à l'heure. D'ailleurs, je pense qu'un tiers des lycéens choisissent géopolitique comme spécialité. Ce qui me déplaît un peu plus dans la réforme, c'est le fait d'avoir cassé la classe. C'est-à-dire que comme il y a des spécialités, il n'y a plus de classe. Et pour moi, la classe, c'est fondamental pour faire l'unité d'un groupe, pour avoir un espace. Et là, donc, il y a une sorte de dispersion. Moi, j'étais très heureux au lycée, en seconde, première terminale. Dans ma classe, c'était que des potes. On était ensemble, enfin, pas tous des potes, mais la plupart. Et on était ensemble. Si j'avais dû faire 2 heures d'anglais avec un 3 heures de géopolitique avec l'autre et 4 heures de maths avec l'un, ça aurait été dispersé. Donc ça, je trouve que perdre l'unité de la classe, c'est une erreur. et pardon, juste une question subsidiaire, comment est-ce que ça s'articule, l'entrée de la géopolitique au lycée? Comment ça s'articule avec l'enseignement de l'histoire, de la géographie? C'est mêlé. C'est une spécialité, c'est histoire, géographie, géopolitique, en fait. Donc on a introduit de la géopolitique dans l'histoire géo. Donc c'est l'extension du domaine de la géographie et de l'histoire, c'est ça, aux relations internationales. Voilà, exactement. Et à l'état du monde, quoi. Voilà, exactement. D'accord. Exactement. Jules, tu veux continuer un petit peu ou Raphaël? Donc voilà, une petite question encore. Avec mes camarades ayant préparé donc, les questions, nous avons remarqué que vos ouvrages sont traduits en plusieurs langues. Et donc on voulait vous poser la question si la géopolitique était toujours contextualisée, s'il existait également une géopolitique hors sol. J'en profite pour dire que Sciences Po Bordeaux recevra donc Christophe Ventura, qui est chargé de recherche à l'IRIS sur l'Amérique latine. Est-ce possible, depuis l'IRIS de Paris, de traiter de conflits régionaux qui nécessitent peut-être d'être sur le terrain pour faire de la géopolitique, justement? Est-ce qu'il faut être en Corée pour parler de la Corée? Bon, il vaut mieux y aller. Tu as plus d'informations, tu connais plus les choses. Mais tu peux aussi parler... Enfin, si tu fais ton métier sérieusement, tu as quand même des sources multiples, tu peux en parler. Quelqu'un qui fera les études de terrain, qui va passer, qui a arpenté le terrain pendant 6 mois, aura une vision tout à fait différente et plus précise, bien sûr. Tu as des gens qui sont... Moi, je suis généraliste, une fois encore. Mais des gens comme Dorian Malovic ou sa co-autrice qui sont allés plusieurs fois. Moi, je suis allé une vingtaine de fois en Corée, mais toujours pour des séjours rapides. Eux, ils y passent des mois et des mois. Forcément, ils auront une vision plus précise et plus profonde du conflit coréen. Moi, ce que je pourrais apporter, c'est à l'inverse une vision plus globale du conflit coréen comparé à d'autres conflits. Et en quoi l'approche globale que je peux avoir peut permettre de comprendre cela. Mais évidemment, il faut mieux voyager, il faut mieux aller sur le terrain pour rendre compte des situations.
Mais il ne faut pas être brésilien pour parler du Brésil, ni africain pour parler de l'Afrique. Parce que sinon, tu limites. Alors après, bien sûr, quand j'écris pourquoi ces bouquins sont traduits, c'est qu'ils sont accessibles facilement. Je pense que c'est ça. Et que je ne mets pas d'opinion. Je dirais que les bouquins pédagogiques, je ne prends pas parti, j'explique les choses. Ce n'est pas des essais, c'est différent. Donc la limite est bien sûr que je ne suis pas japonais, et donc je n'aurai pas la vision japonaise des relations avec la Corée, ni la vision coréenne des relations avec le Japon. Donc j'aurai une vision qui sera extérieure de tout cela. Bon, cela dit, Pascal Boniface, depuis le temps que vous faites de la géopolitique, on vous imagine, on essaie d'imaginer votre passeport là, avec tous les visas là, tamponnés. Vous avez, depuis 2 ans, non, parce que depuis 2 ans, je suis un peu bloqué. Plusieurs tours du monde à votre actif. Ah oui, ça. Avec quelle zone de prédilection? Mon bilan carbone, il n'est pas génial. Grosso modo, non, mes fils m'engueulent pour ça. Je dis, mais je ne vais quand même pas faire de la géopolitique à la maison. C'est pas, enfin, là, en ce moment, depuis 2 ans, c'est ce que je fais, quoi. Mais non, grosso modo, je passe une semaine par mois à l'étranger. Pour des colloques, des conférences, des visites, des entretiens, etc. Et depuis 2 ans, ça s'est un peu arrêté, évidemment. Donc effectivement, il faut aussi voir les gens, les interlocuteurs, pour s'imprégner un peu de ce qu'ils racontent. Où est-ce que vous avez été le plus Non, c'est assez diversifié. Ouais. Corée, Japon, Chine, États-Unis, Russie... Golfe, Maghreb, Sénégal, un peu moins en Afrique de l'Est, un peu plus en Afrique de l'Ouest, pas trop en Afrique subsaharienne, bon, beaucoup au Maghreb, effectivement. Bon, l'Europe, oui, ça bien sûr. Et en Amérique latine? Comment? Et en Amérique latine, oui, Brésil, Argentine, Chili, Équateur, Paraguay, Mexique. Ouais, bah alors, c'est partout, quoi. Costa Rica, Panama, ouais. Mais moins souvent. Je suis allé, mais moins souvent. Juste l'Amérique latine, ça m'intéresse. C'est vraiment une zone géopolitique importante. Hein. On dit que on en parlait à l'époque où vous avez commencé, c'était l'arrière-cour des États-Unis. Ouais. Aujourd'hui, on a l'impression que les choses sont en train de changer. On parle beaucoup de la Chine qui s'est beaucoup investie en Amérique latine. On parle beaucoup aussi des problèmes spécifiques de l'Amérique latine. C'est un objet géopolitique que vous définiriez comment aujourd'hui? C'est la fin de la doctrine Monroe en tous les cas. Il n'y a plus d'influence unique des États-Unis sur l'Amérique latine. Et comme tu l'as dit, Christophe, la Chine est très présente. Il y a des pays latino-américains qui ont plus de relations économiques avec la Chine qu'avec les États-Unis. Et même le Brexit de Bolsonaro, enfin je ne vais pas empiéter sur les terrains de Christophe, il vient quand, Christophe? Le 2 février. Ah oui, d'accord. Bon, Compagnero Christophe vous expliquera tout ça. Mais le Brésil, Bolsonaro était anti-chinois et en même temps, il reste dans les BRICS et il a un tiers de ses investissements étrangers qui sont chinois et un tiers de ses exportations qui sont chinoises, qui vont en Chine. Donc, il ne va pas non plus trop insulter Pékin, quoi. Les BRICS? Les BRICS, donc Brésil, Russie, Inde, Chine, puis après, on a ajouté Afrique du Sud. C'est assez amusant comme création géopolitique. Ça a été créé de nulle part. En 2001, un économiste de Goldman Sachs se dit, oh là, avec les attentats, il y a vraiment, c'est le pessimisme. Je vais donner un truc qui va rassurer un peu tout le monde. Je vais trouver qu'il y a des marchés émergents, 4 pays, Brésil, Russie, Inde, Chine, qui sont à la fois forte population et fort potentiel de croissance. Ils n'avaient rien à voir, ces pays, parce que tu avais 2 pays membres du Conseil de sécurité, 2 qui aspiraient à le devenir, 3 pays nucléaires, 1 qui ne l'était pas, une démocratie, une semi-démocratie de régime autoritaire, etc., etc. Et à l'époque, la Russie et la Chine étaient en très mauvais termes. Et puis en fait, c'est devenu une réalité avec un sommet à partir de 2008 ou 2009. Et puis ils ont ajouté l'Afrique du Sud. Et maintenant, c'est une réalité, c'est un peu l'anti-G7. C'est la réunion des non-membres du G7. Donc ce découpage artificiel est devenu une forme de réalité géopolitique. C'est incroyable, c'est performatif, quoi. Le discours est performatif. Voilà. Ah ouais. La fonction crée l'organe. La fonction crée l'organe, oui, c'est incroyable. Bon, alors, Jules. Comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, nous sommes dans une année sportive du fait de la Coupe d'Afrique des Nations en ce moment, les Jeux Olympiques d'hiver à Pékin dans quelques semaines et la Coupe du Monde au Qatar de football en fin d'année. Est-ce que vous pouvez revenir et préciser la place du sport dans la géopolitique et est-ce que vous, personnellement, il y a un événement sportif qui vous a marqué récemment? Des événements sportifs qui vont marquer, il y en a plein. C'est bon. En quoi le sport est géopolitique? C'est que le sport est devenu, dès le départ, le sport est géopolitique. Coubertin dit qu'il ne faut pas mélanger sport et politique, et il veut recréer les JO. Pourquoi? Pour
contribuer à pacifier les relations internationales. Donc quand même, c'est bien un instrument géopolitique. Et former physiquement la jeunesse française, puisque la défaite de 1870 contre la Prusse était liée à une moins bonne préparation gymnastique des Français par rapport aux Allemands. Donc c'est typiquement géopolitique son but. Et puis au début, c'est quand même très discret. Il n'y a que 10 ou 11 pays qui participent aux Jeux Olympiques, une centaine d'athlètes, etc. Maintenant, c'est devenu énorme. Énorme. Et le sport est devenu un fait social dont on parle beaucoup. Et donc les sportifs sont devenus les ambassadeurs de leur pays, parce qu'ils représentent le pays. Ils sont les champions au sens traditionnel du terme. Moi, j'aime bien cette anecdote qui me fait marrer. Chirac, en 97, a fait une tournée en Amérique latine et il emmène avec lui Michel Platini. Bolivie, Colombie, je sais pas, 3-4 pays. Et tout le monde dit, mais c'est qui le type à côté de Platini? Parce que, évidemment, Platini était plus connu que Jacques Chirac. Donc, en fait, le sport est devenu une façon de montrer le drapeau. Pourquoi le Qatar veut avoir la Coupe du Monde? Comme l'Uruguay, qui a eu la première Coupe du Monde en 1930. L'Uruguay, c'est un tout petit pays coincé entre deux géants brésiliens et argentins. Et pour exister, ils se sont dit, tiens, si on fait une Coupe du Monde, on va parler de nous, en bien. Et le Qatar, il est coincé entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Il se dit, tiens, si on fait du sport, on va parler de nous. Le père de l'actuel émir, il va dans les années 90 en Angleterre, au Royaume-Uni. Donc, et le douanier lui dit, ah tiens, vous êtes du Qatar, c'est où le Qatar? Bon, avant que le Qatar achète le Paris Saint-Germain et obtienne la Coupe du Monde, qui connaissait le Qatar? Aujourd'hui, qui ignore le Qatar? Vous avez entendu les infos ce matin, il paraît que Gianni Infantino s'installe dans les Émirats. Parce qu'il paye trop d'impôts en Suisse ou Je ne sais pas. J'ai entendu ça ce matin. Je me dis, je vais poser la question à Pascal Boniface. Pourquoi est-ce que Gianni Infantino il a quelques problèmes avec la justice suisse. J'espère que c'est pas pour ça. Bon, passons. Alors, Jules. Juste pour finir toujours, parce que je l'ai fait 50 fois, donc je peux le faire une 50e fois. Qui connaît Antonio Costa? Levez la main. Personne dans cette salle. Il y a, voilà. C'est qui? Là, il y a une... Allez, très fort. Bon. Qui connaît Cristiano Ronaldo? Oh non, Okay. c'est trop facile. Oui, mais l'autre est le Premier ministre du Portugal. Et il est moins connu. Oui, mais ça fait pas longtemps qu'il est Premier ministre du Ça Portugal. fait 7-8 ans. Mais la carrière de Cristiano Ronaldo est plus longue, je te l'admets. D'accord. Qui connaît Jean Castex hein? Bon. Alors, est-ce que tu as encore une question? Oui, donc pour terminer, dans l'introduction de votre livre La géopolitique du sport, vous dites que contrairement à ce qu'avait prévu André Malraux, le XXIe siècle ne sera pas religieux mais sportif. En considérant la crise sanitaire sans précédent que nous traversons, est-ce que vous gardez toujours le même jugement? Le XXIe siècle ne serait-il pas sanitaire avant tout? Oui, enfin c'est un peu une boutade que je prends ça. Le XXe siècle ne sera ni sanitaire, ni économique, ni climatique, il sera un peu tout ça. La façon dont, collectivement, comme humanité, on va réagir aux défis collectifs qui se posent, c'est ça qui fera le XXIe siècle, effectivement. Ce que je voulais dire, c'est que le sport a pris une importance sans commune mesure avec la place qui lui était réservée au départ. Lors de la première Coupe du Monde de football en 1930, tu as que quelques lignes dans les journaux sur les résultats. Et dans la presse sportive, pas dans la presse généraliste. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Donc c'est vrai, ça fait parler tout le monde. Et c'est devenu quelque chose qui crée du lien social aussi. Donc effectivement, le sport... Mais moi, je suis d'une génération où, quand on était à la fac, on se planquait pour lire l'équipe. Parce que si tu lisais l'équipe, tu étais un con. C'était c'était le signe. Quand j'ai commencé en 97, je suis allé voir 2 éditeurs, les presses de Sciences Po et Le Seuil, pour leur dire, je voudrais faire, et c'était des copains, il y a la Coupe du Monde l'an prochain en France, je voudrais faire un bouquin football et relations internationales. Ils m'ont regardé comme de ronds de flanc. Et ils m'ont dit, non mais... On est en quelle année là? 97. 97. Et donc les deux me disent, non, soit tu fais un bouquin sur le football, soit tu fais un bouquin sur les relations internationales, mais il n'y a aucun rapport entre les deux. Et là, ça m'a agacé. Et je me dis, mais ils me font chier, je le fais quand même, ce truc. Et bon, là, j'ai commencé à creuser cette piste pour montrer qu'ils avaient tort. Et maintenant, je m'amuse un peu à le répéter, ça. Parce que...
Boniface le prophète. Bon. Alors, est-ce que Non, mais têtu, oui. Têtu, ouais. Bon, alors, est-ce que votre curiosité est satisfaite sur cette deuxième partie? Ça va? Totalement. Bon, parce qu'il est 18h24, c'est bien, on a été sage, donc on va avoir 35 minutes pour traiter la dernière partie où il y avait beaucoup de questions. Donc, merci à vous deux. Merci beaucoup, monsieur Audition. Donc, j'appelle Soraya et j'appelle Gladys. Merci Soraya. Gladys. Voilà. Prends place. Tu as ton petit cavalier là, voilà, très bien. Merci. Bon, alors donc on voulait parler donc dans cette troisième partie un peu balayer un peu plus large sur les enjeux. Donc on a parlé de votre trajectoire, Pascal Boniface, on a parlé de la géopolitique comme discipline avec ses évolutions. Donc c'est bien, on a eu beaucoup de réponses. Maintenant, on aimerait peut-être un peu rentrer un peu sur les sujets de la géopolitique d'aujourd'hui, les enjeux de 2022 et de la suite. Voilà, de quoi on parle. Voilà, donc on en a un petit peu parlé dans le salon des professeurs tout à l'heure pour voir si nos questions étaient adaptées. Alors Gladys, c'est à toi d'attaquer. Donc, sur quoi tu as envie d'interroger Pascal Boniface tout de suite? Alors tout de suite, moi j'ai envie d'interroger Monsieur Boniface sur finalement un événement qui fait les gros titres et que vous avez pu évoquer avec Monsieur Lucet dans le numéro de Sud-Ouest, qui est la situation en Ukraine entre la Russie et l'Ukraine, et également qu'en est-on finalement aussi des manœuvres biélorusses et quel est l'impact sur les relations au sein de l'UE et les futurs. Est-ce qu'on peut imaginer que la Russie va attaquer l'Ukraine? Et qu'en est-il de cette situation finalement? Ok. Bon, alors c'est ce que Joe Biden dit. Il dit que la Russie va attaquer l'Ukraine. Il y a un mois, il disait qu'il allait y avoir un coup d'État en Ukraine pour renverser Zelensky. Il n'est pas survenu. Je ne pense pas. Alors, bon, on ne peut jamais exclure un conflit parce que tu peux avoir un dérapage, tu peux avoir des signaux mal compris, etc. Et je pense qu'à 98%, il n'y aura pas d'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pas parce que Poutine est pacifique, etc. Parce que ce n'est pas son intérêt. Son intérêt, c'est que l'Ukraine ne soit ni puissante ni indépendante. Donc là, il maintient une pression sur elle. Une pression gênante pour l'Ukraine, qui l'empêche de se développer, il ne veut pas que l'OTAN soit étendue à l'Ukraine. Les pays de l'OTAN disent mais on est une alliance de pays démocratiques, on fait ce qu'on veut, vous n'avez pas de veto à avoir, et on est une alliance défensive. En 99, il y a eu une guerre au Kosovo, ce n'était pas une guerre défensive, c'est bien l'OTAN qui a attaqué la Yougoslavie, pas l'inverse. Donc les Russes se méfient un peu de ça. Eux, ils voient l'alliance qui arrive. Et il y a une sorte d'effet un peu, d'échelle de perroquet. L'OTAN s'élargit contrairement aux promesses faites à Gorbatchev en 89 lors de la réunification allemande. Du coup, la Russie se crispe, et comme la Russie se crispe, on décide qu'il faut renforcer l'OTAN. Mon analyse, mais qui n'est pas partagée par mes collègues, par la plupart de mes collègues, c'est que l'OTAN a besoin d'une menace pour exister. Et que Arbatov, l'un des conseillers de Gorbatchev, avait dit en 87, on va vous rendre le pire des services, on va vous priver d'un ennemi. L'OTAN s'est retrouvé un ennemi. Les dépenses militaires russes, c'est 60 milliards de dollars par an. Les dépenses militaires des pays européens de l'OTAN, c'est 240 milliards de dollars par an. Donc il y a un géopolitologue très compétent qui s'appelle Michel Audiard, qui a fait une œuvre géopolitique qui s'appelle Un taxi pour Tobruk, et dans lequel il disait, quand les gars de 130 kilos parlent, ceux de 60 kilos écoutent. Et donc normalement, on devrait penser que quand tu as 240 milliards de dollars de dépenses militaires, tu n'as pas peur de celui qui a 60 milliards. Mais en fait, ils sont élevés en batterie de poulet, les membres de l'OTAN, et donc ils parlent toujours d'une menace russe que les Américains ont intérêt à faire monter en sauce pour justifier leur présence en Europe et pour faire en sorte on se dise, nous, pays européens, il n'y a pas de salut en dehors de la protection américaine. Alors maintenant, Poutine, effectivement, il est brutal, il supprime les unes après les autres les quelques libertés qui avaient été instaurées en Russie. Je ne fais pas son apologie. Il échoue économiquement dans la mesure où, 20 ans après qu'il ait accédé au pouvoir, la Russie est toujours dépendante à 75% de ses recettes d'exportation par le gaz et le pétrole. C'est un échec, etc., etc. Mais il n'a pas intérêt à envahir l'Ukraine. Et pendant très longtemps, on le reproche
Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Gorbatchev, que j'ai eu la chance de fréquenter à plusieurs reprises. Et Gorbatchev estime que les Américains ont préféré être les vainqueurs de la guerre froide que les bâtisseurs d'un ordre mondial nouveau. Et donc, on a traité la Russie comme un pays vaincu dans les années 90. Et là, Poutine se venge. Et Poutine l'a dit plusieurs fois. La grande erreur des Russes dans les années 90, c'est d'avoir fait confiance dans les Occidentaux. Et la grande erreur des Occidentaux, c'est d'avoir pris cette confiance pour de la faiblesse. Donc aujourd'hui, Poutine tape du poing sur la table. Et du coup, eh bien, il est reçu comme un interlocuteur. Il est repris au sérieux, il est entendu. Mais honnêtement, bien sûr, il peut toujours y avoir un dérapage. Mais je ne crois pas qu'il aille envahir l'Ukraine. Ou même partiellement le Donbass. Parce que s'il le fait, bah, il mettra le pied dans un bourbier. Parce que la Crimée, c'est différent. Tous les gens qui étaient en Crimée voulaient devenir, enfin 75% voulaient devenir russes. Donc c'était bon. Et quand on parle d'hypocrisie, je vois une double hypocrisie russe et occidentale. En 99, les Occidentaux, en faisant la guerre du Kosovo, ont fait prévaloir le principe de l'autodétermination des Kosovars sur le principe de l'intégrité territoriale de la Yougoslavie. En disant, mais non, le droit des peuples ukrainiens, c'est plus important. En 2014, les Russes disent le droit des peuples, des Criméens, disposer d'eux-mêmes, ils vont devenir se rattacher à la Russie, c'est ce qu'ils veulent. Et les Ukrainiens disent non, intégrité territoriale de l'Ukraine. Donc on inverse les paradigmes. C'est très hypocrite. Donc c'est une histoire de puissance, etc. Mais Poutine est très brutal, très autoritaire, très répressif, mais il n'est pas irrationnel et ce n'est pas son intérêt d'envahir l'Ukraine ou une partie de l'Ukraine pour avoir géré le Donbass, ça vaut rien. Il faut gérer le Donbass. Il ferait envoyer des pensions, tout rénover. Il n'en a pas les moyens. Mais juste le discours qui consiste effectivement non pas à sous-estimer, mais disons à tempérer sur ce risque de conflit. Bon, c'est un discours qui, évidemment, qui est très audible à Paris. Mais est-ce qu'il est audible, par exemple, à Varsovie, à Vilnius, même à Paris, à Tallinn, donc dans tous les pays de la ligne de front qui ont connu l'occupation soviétique et qui, évidemment, sont complètement paniqués par les manœuvres qui ont lieu actuellement, que ce soit donc en Ukraine, aujourd'hui en Biélorussie, là depuis hier, voilà, et qui ont une véritable perception de ce que peut être le danger russe. Alors, d'une part, ce discours n'est pas tellement audible à Paris parce que je suis plutôt minoritaire. Le discours dominant, c'est les Russes vont attaquer. C'est quand même ça ce que tu entends quand tu dis le monde est devenu un peu une pravda inversée. C'est le jour où il y aura une nouvelle positive sur la Russie dans le monde, il faudra vraiment, et même le Figaro, etc. Parce que c'est facile de taper sur Poutine, donc c'est devenu un réflexe. Moi, je lis la rubrique échec. Il y a d'excellentes nouvelles sur la Russie. Alors, c'est peut-être la seule rubrique. Très grands champions. C'est la seule rubrique. Bien sûr, quand tu es balte et que tu as vécu ou polonais, tu n'as pas le même rapport historique avec la Russie. Mais ces pays appartiennent à l'OTAN. Donc la Russie ne va pas les attaquer. Bon, ils ont peur de la Russie, mais la Russie ne va pas les attaquer parce qu'ils sont membres de l'OTAN. Et la Russie ne va jamais les attaquer. Ils ont peur, il faut les rassurer. Il y a des soldats français en Estonie, par exemple. Mais entre leur donner des garanties de sécurité et les suivre. Parce que là, on s'est plaint, les Européens se sont plaints de n'être pas aux négociations russo-américaines de Genève. Quand tu n'es pas à la table des négociations, c'est que tu es au menu, généralement. Donc, bon, c'est pas 15 000 solutions. Mais lorsque la France et l'Allemagne avaient proposé de faire un sommet Union européenne-Russie, les Suédois, les Baltes et les Polonais disaient non, pas question, on ne veut pas voir ces types-là. Et donc, du coup, si tu ne vas pas voir les autres, c'est les autres qui vont parler de toi. La diplomatie, elle n'est pas faite pour parler avec les amis, elle est faite pour parler avec les rivaux, avec les ennemis. Et donc, c'est parce qu'on a des mauvaises relations avec la Russie qu'il faut lui parler, justement. Et le fait que ces pays baltes, la Pologne et la Suède, aient refusé le principe d'une rencontre au sommet avec la Russie, parce que selon eux, ça aurait été donner une récompense aux Russes, fait que du coup, eh bien, on n'est pas à la table et on est au menu. Juste dernière question subsidiaire, est-ce qu'il est possible pour Poutine de demander, par exemple, à ce que l'Ukraine ne décide pas de ses alliances ? Il peut le demander, mais en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va pas lui donner satisfaction. Ce qui se passe, c'est que personne ne veut de l'Ukraine dans l'OTAN, parce que c'est un fardeau. C'est un pays qui est miné par la corruption. C'est pas parce que Poutine a des relations compliquées avec l'Ukraine que l'Ukraine est un modèle de gestion et un modèle de bonne gouvernance. Donc personne ne veut de l'Ukraine dans l'OTAN parce que c'est un pays qui est très mal géré, c'est un euphémisme, et puis l'Ukraine serait capable de lancer une guerre. La Géorgie lance une guerre en 2008 pensant qu'elle aurait le soutien des Américains. Ils se sont aperçus que non.
Et donc, il ne faudrait pas que l'Ukraine fasse la même chose. C'est un peu la tentation. Enfin, les Géorgiens le sont aperçus, alors que finalement, il ne fallait pas faire ça. Mais donc, Poutine n'a pas le droit de réclamer ça. L'Ukraine a le droit. Mais nous, en tant qu'OTAN, on a le droit de se dire, c'est pas notre intérêt d'avoir l'Ukraine, parce que ça va encore plus crisper la Russie, et qu'on a besoin de bonnes relations avec la Russie, que l'Ukraine est un pays qui est très mal géré, qui est plutôt un danger qu'une sécurité, et que, en fait, la réalité, c'est que on ne s'engage pas officiellement à ne pas faire entrer l'Ukraine, parce que ce serait donner un droit de veto à Poutine, et ça, c'est difficile, mais en fait, l'Ukraine ne rentrera pas. Alors, Soraya, à toi. On va peut-être changer de sujet. Oui, donc depuis quelques années, on voit notamment l'arrivée d'acteurs privés dans la compétition spatiale. Je pense notamment à Jeff Bezos, à Elon Musk. Est-ce que pour vous, l'espace va devenir une nouvelle zone de compétition entre acteurs publics et privés, comme l'est par exemple l'espace maritime? Alors oui, c'est quand même une évolution sidérante de voir cela. Parce que pendant la guerre froide, c'était la NASA, c'était ce qu'on appelait l'effet Spoutnik. L'effet Spoutnik, c'est quoi? C'est qu'en 1957, les Américains qui pensaient avoir une superbe avance dans le domaine spatial par rapport aux Soviétiques se sont aperçus que, bip bip, les Soviétiques avaient lancé un satellite en orbite. Et le premier homme qui a fait le tour de la Terre, c'est Gagarine, un Soviétique. On disait alors que c'était l'homme le plus malchanceux du monde, parce qu'il avait fait plusieurs fois le tour de la Terre, il était réatterri en Union soviétique. Il n'avait pas de chance. Pauvre. Il aurait pu aller ailleurs. Bon, donc tu avais une compétition entre l'URSS, les États-Unis, vous avez dû voir l'étoffe des héros, etc., etc. Ce qui est nouveau là, c'est qu'un privé, un individu, coopère avec la NASA sur un pied d'égalité. C'est sidérant et c'est inquiétant. C'est inquiétant, de même que c'est inquiétant que ce soit Bill Gates qui doit faire les fonds de tiroir de l'OMS, ou que Mark Zuckerberg veuille créer une monnaie, la Libra, que ces milliardaires viennent dans les domaines régaliens. Ça, c'est inquiétant parce que on peut dire, bon, Bill Gates, encore, il est sympa, etc., mais il ne rend compte qu'à lui-même. Les chefs d'État rendent des comptes à leur population. Et se sont créés des méga-fortunes d'individus rapides, avec l'aide de l'État. Parce que Elon Musk, sa fortune, elle doit beaucoup à la NASA, elle doit beaucoup au Pentagone, elle doit beaucoup aux exemptions fiscales king size qu'il a reçues. Donc tous ces gens qui sont libertariens, ils se sont développés avec le fric de l'État au départ. Et maintenant, ils ont acquis des telles fortunes qu'ils peuvent investir autant que des États de première dimension. Et qu'ils font ça pour leur plaisir, sans devoir rendre de compte à personne. Et donc, c'est dangereux. On peut rappeler quand même ce qu'est le projet d'Elon Musk. C'est d'envoyer 40 000 fusées, 40 000 satellites dans l'espace. Il y en a 10 000 pour l'instant. Ils vont en envoyer 40 000, donc ça va y avoir des chocs, pour faire un système permanent de déplacement. Et il veut coloniser Mars pour s'y réfugier, si, notamment du fait de son empreinte carbone à lui, on ne puisse plus vivre sur Terre. Crédible, selon vous, ce genre de projet? Mais on ne peut pas l'écarter d'un revers de la main, puisque si on avait dit il y a 10 ans il était quasi ruiné, Elon Musk, que ce type allait signer un accord avec la NASA et envoyer des fusées réutilisables et être le partenaire de la NASA, je crois que personne ne l'aurait cru. Donc il faut faire attention. Les fortunes acquises par les gens du numérique sont des fortunes non contrôlées et potentiellement dangereuses. Merci Soraya, ça va? Tu as la réponse à ta Oui, ça question? va. Merci. Alors, Gladys. Oui, moi je souhaitais évoquer une réflexion quant à votre dernier ouvrage lié à la géopolitique de la révolution numérique. Ouais. Et donc vous avertissez dans cet ouvrage que finalement c'est une révolution dont on ne connaît pas encore l'ampleur, ou du moins on n'en prend pas encore. Du coup, tu as lu un bouquin alors? Comment? Du coup, tu as lu un bouquin alors? Ah ben bien sûr, j'en ai lu plus d'un quand même. Et comment? Et comment? Et donc, dans votre ouvrage, vous évoquez justement l'idée qu'on n'en prend peut-être pas encore conscience des changements structurels auxquels on va faire face avec cette révolution numérique. Donc, qu'en est-on de cette révolution numérique? Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette révolution? Voilà, tout simplement. Il n'est pas prophète. Il n'est pas prophète. Non, mais tu peux voir les scénarios. C'est qu'on est vraiment... Ça peut être selon les décisions collectives qu'on va prendre. Et c'est pour ça que c'est dangereux que les gens comme Elon Musk soient incontrôlés. C'est que l'intelligence artificielle, elle peut donner deux choses. Elle peut donner une société
ou en fait rêvé par Karl Marx, où les forces productives sont tellement développées que tu peux être architecte le matin et maçon le soir, puisque il y a assez, tu produis tellement que tout le monde peut être satisfait. Bon, la publicité, il viendra faire en sorte que ça ne se passera pas comme ça, que tu seras toujours insatisfait, mais bon, grosso modo, tu peux dire on peut répondre aux besoins de chacun grâce au développement de la production, notamment lié à l'intelligence artificielle. Tu peux aussi avoir l'autre versant, c'est que si Bismarck crée la sécurité sociale et la retraite à la fin du 19e siècle, c'est qu'il a besoin, que l'Allemagne a besoin de soldats, a besoin d'ouvriers, a besoin de paysans. C'est pas pour que les gens soient en bonne santé, enfin, c'est le moyen, ça, pour... Bon. Mais si l'intelligence artificielle fait que tu n'as plus besoin de grand monde, sauf quelques livreurs, et encore, tu auras des livraisons par drone, que tu n'as plus besoin d'ouvriers, tu n'as plus besoin que tous les métiers sont menacés, sauf les métiers individuels du CAIR. Mais je veux dire, les avocats sont menacés parce que l'intelligence artificielle peut te donner une analyse de la jurisprudence bien plus rapide qu'un avocat. Elle peut faire un bilan santé avec une mémoire plus forte qu'un médecin. Donc tu pourrais avoir une société à l'inverse où quelques milliardaires sur leur île défiscalisée ou leur planète Mars vivront très tranquilles avec quelques masseuses etc. À la Jeffrey Epstein là. Et puis il y aura une masse de gens qui n'auront rien. Et qui n'auront rien parce qu'on n'aura pas besoin d'eux. Donc ça peut... Pour cela que je trouve qu'on a été sévère avec Benoît Hamon en 2017, parce qu'il avait commencé à parler du revenu universel, de la fin du travail. Il y a cette menace-là. Si on n'anticipe pas, on peut déboucher sur une société très très inégale. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour anticiper justement cette En menace ? parler et commencer à mettre ça sur la table. Mais quand je vois les débats des candidats à l'élection présidentielle là, on n'a pas l'impression que les vrais sujets sont sur la table. Et donc effectivement, y compris en géopolitique et surtout en géopolitique, on ne va pas élire quelqu'un qui va être conseiller municipal, on élit celui ou celle qui va diriger la France, qui est quand même un pays important. Et personne ne parle de politique étrangère. C'est quand même assez scandaleux. Enfin, Emmanuel Macron était hier à Strasbourg, oui. Donc pour parler de la présidence française de l'UE, et il a aussi parlé évidemment de la France. Oui, alors bon, là bien sûr, parce qu'il est en campagne, il est président du Conseil de l'Union européenne, etc. Mais jusqu'ici, on n'a pas été submergé par les vrais sujets. Hein. C'est pas bon. Donc cette révolution technologique et sociologique de l'intelligence artificielle, il faudrait qu'on l'anticipe un peu plus, pour voir ce que ça peut impacter. Ça peut être quelque chose qui va développer les libertés individuelles ou au contraire donner à des pouvoirs totalitaires les moyens que George Orwell n'aurait jamais imaginés en 1984. Donc la géopolitique, là, doit s'exprimer. Les géopoliticiens doivent s'exprimer. Et les citoyens surtout. Les citoyens doivent s'exprimer en disant ce sont des sujets qui nous concernent et on veut avoir des choix à faire là-dessus. Alors Soraya, il y a un autre sujet qui vous préoccupe. Donc ça, c'est une question qui nous préoccupe particulièrement, nous, les jeunes. Donc, compte tenu de la portée nuancée, on va dire, de la COP26 à Glasgow en novembre dernier, est-ce que vous considérez la coopération internationale comme suffisante en matière de changement climatique ? La réponse est contenue dans ta question, parce que tu sembles quand même douter que la réponse puisse être positive. Évidemment, non, on n'en fait pas assez. Évidemment, oui, les égoïsmes nationaux l'emportent sur la solidarité internationale. Évidemment, oui, les vues à court terme, notamment sur le charbon, l'emportent sur l'intérêt à long terme. Et donc, évidemment, on n'a pas fait assez à Glasgow et on ne fait pas assez depuis des années par rapport à quelque chose qui est urgent. Mais comme la plupart des dirigeants pensent que, non pas après moi le déluge, mais après moi le réchauffement, que de toute façon, c'est des choses qui arriveront par la suite, mais que là, perdre un demi-point de croissance pourrait être nuisible par rapport aux élections à venir, ou même à la popularité, parce que finalement, les régimes autoritaires ont la même attitude, eh ben, effectivement, on ne prend pas les mesures qui s'imposent. Il y a quand même unanimité pour dire que le réchauffement climatique est à l'œuvre, unanimité pour dire que c'est l'œuvre de l'action humaine, et que ce n'est pas une opération du Saint-Esprit, et pas d'unanimité pour agir malgré l'extrême diversité. Le rare moment d'unité, ça a été en décembre 2015 aux accords de Paris. Ça, c'est ensuite Bolsonaro, Scott Morrison, Trump ont mis ça en l'air. Et pas mal de pays, même les Allemands, ont du mal à se débarrasser du charbon, y compris avec les Verts dans la coalition, etc. Ça, on le voit bien. Donc non, les mesures ne sont pas
ne sont pas à la hauteur des enjeux et de l'urgence. Pour préparer la COP27, donc il faut d'abord faire une bonne vieille géopolitique de l'énergie. Hein. Oui, bien sûr, mais de l'énergie, mais aussi de la consommation. Parce que c'est pas la meilleure économie d'énergie, c'est celle que tu n'utilises pas, que tu ne consommes pas. Donc c'est aussi les façons de consommer, etc. Il y a toute une société, et des habitudes à remettre en cause. L'idée avait circulé à une époque d'une ONU verte. C'est-à-dire l'ONU, à quantité d'agences, c'est vraiment lui donner une responsabilité mondiale. Mais il y a déjà l'ONU, pourquoi ? Oui, une responsabilité mondiale sur le mais dès qu'on qui pourrait peut-être réconcilier les fractures. En quoi, par exemple, l'Inde serait plus vertueuse par rapport au charbon s'il y avait une ONU verte que par rapport à l'ONU traditionnelle ? Non. C'est que là, je pense que c'est se tromper de cible. Les pays résistent à cela pour des raisons nationales. Et une autre organisation internationale ne les ferait pas changer. Ce qui peut les faire changer, c'est soit des compensations, soit des pressions de l'opinion, soit un avantage, etc. Mais pas une autre organisation. D'accord. Soria, encore là-dessus ? Là, oui, parce que ça peut être relié à une autre question que j'avais. Parce que là, on voit bien que les États ne sont pas, on va dire, suffisants en termes d'action sur certains sujets. Donc là, sur le réchauffement climatique, je pense notamment aussi à la question des Ouïghours. Pour laquelle il y a eu une forte mobilisation, notamment de la société civile. Et aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il y a eu un vote pour reconnaître la situation des Ouïghours comme génocide. Et dans on va dire, une situation où les États n'agissent pas, est-ce que la solution ne pourrait-elle pas finalement venir par le bas ? Pas par le bas, mais c'est vrai que les États ne peuvent pas tout faire et que sur le climat, il faut que les entreprises, que les scientifiques, que les ONG, que les municipalités, les villes s'engagent, ce qu'elles font de plus en plus. Donc c'est une mobilisation générale qu'il faut faire par rapport à cela. Et bien sûr, les États ne peuvent pas tout faire. Au final, c'est eux qui signent les traités, mais tu as les comportements individuels. Si les villes, aux États-Unis, l'État américain avait rompu avec les accords de Paris, mais la moitié des États fédérés continuent à les appliquer. Donc on voit bien que l'effort, il est... Les États et les villes, d'ailleurs, aussi, les métropoles. Villes, voilà, les métropoles, oui. Puis des sociétés aussi qui sont engagées. Donc on voit que, effectivement, l'effort, il est multiple, bien sûr. Gladys. Oui, moi, ma question est la suivante. Pour poursuivre, dans votre atlas des crises et des conflits, vous évoquez peut-être la fin possible du multilatéralisme. Donc, qu'en est-il des rivalités États-Unis-Chine ? Est-ce qu'on peut parler de la fin d'un certain multilatéralisme ? Qu'est-ce qu'on pourrait envisager autour de ces questions ? Non, le multilatéralisme n'est pas fini, mais il est en crise parce que il est malmené, parce que les pays ont du mal à se mettre d'accord et que les rivalités nationales l'emportent sur le fait de vouloir mener ensemble une lutte par rapport à des objectifs communs. Donc on voit bien qu'il y a une crise du multilatéralisme entre les États-Unis et la Chine, entre la Russie et les États-Unis, etc., etc. Par rapport à ta question sur Chine-États-Unis, pour moi, c'est le facteur géopolitique le plus important pour les 10-15 ans qui viennent. C'est le fameux piège de Thucydide. En fait, c'est quand le numéro 1 est menacé d'être dépassé par le numéro 2. Sparte a fait la guerre à Athènes parce que Sparte ne pouvait pas accepter la montée en puissance d'Athènes. Donc c'est ça le piège de Thucydide, les guerres du Péloponnèse. Et que tu appliques à tous les cas de figure où le numéro 1 est en train d'être attrapé par le numéro 2. Qu'est-ce qui se passe ? En 2001, la Chine adhère à l'OMC. À l'époque, son PIB fait 10% du PIB américain. Aujourd'hui, il fait 70% du PIB américain. Au plus fort de la guerre froide, le PIB soviétique, ne faisait que 40% du PIB américain. Donc si tu ajoutes à cela que les États-Unis dominent le monde depuis 1945, ce qui veut dire que si tu considères que tu t'intéresses à l'actualité quand tu as 15 ans, c'est que tous les Américains de moins de 92 ans ont toujours vécu dans la première puissance mondiale, qu'ils sont attrapés par un pays communiste et non caucasien, ils ne sont pas très contents. Et donc ils veulent tout faire pour empêcher ça et qu'ils n'acceptent pas la montée en puissance. Alors ils te parlent des Ouïghours, ils s'en tapent complètement des Ouïghours, les Américains. Et on va leur parler de leurs Amérindiens, eux. Donc, et en plus, par rapport à ça, s'il y a génocide, il ne faut pas voter une loi. Il faut couper les relations avec la Chine. Il faut rappeler notre ambassadeur. Il faut expulser Liu Xiaobo. Parce que, si c'est génocide, tu peux pas. On voit bien qu'il y a beaucoup de gesticulations politiques là-dessus. C'est donner bonne conscience à bon compte. Les Américains ont d'ailleurs décrété un boycott diplomatique des Jeux Olympiques de Pékin. Hein. Oui.
Alors, est-ce que c'est une décision parce d'une qu'ils certaine veulent importance ou est-ce que c'est simplement une gesticulation C'est une gesticulation. Les Chinois ont fait l'erreur de réagir en disant que c'était pas bien, alors qu'ils auraient mieux fait de dire on s'en fout. Et finalement, Biden n'est pas allé à Tokyo pour les JO d'été et personne n'en s'en est aperçu. Donc le fait de bon. Mais pourquoi les Américains parlent des droits de l'homme? Quand Nixon fait l'alliance avec la Chine n'est pas une démocratie. Lorsque la Chine adhère à l'OMC, la Chine n'est pas une démocratie. En fait, ce qui s'est passé entre Washington et Pékin, c'est la rupture d'un pacte qui a duré une trentaine d'années. Le pacte, c'est la Chine ne conteste pas la suprématie mondiale américaine et les États-Unis ne contestent pas le régime chinois. Du temps de Deng Xiaoping, le principe de Deng, c'était cacher sa force et attendre son heure. Xi Jinping dit « Je serai la première puissance mondiale ». Donc du coup, on parle des droits de l'homme. Alors une fois encore, les droits de l'homme sont violés en Chine, oui. Mais c'est pas pour ça que les Américains attaquent la Chine. Les Américains attaquent la Chine parce qu'ils mettent en cause leur suprématie mondiale. Je me rappelle que Deng Xiaoping disait « Il faut traverser la rivière en tâtant les pierres ». Hein, maintenant, c'est plus du tout ça. Hein. Non, là, c'est l'affirmation haut et clair que la Chine va devenir la première puissance mondiale. Et en 2049, de préférence, pour le premier anniversaire, bien le avant. premier centenaire de la République communiste chinoise. Ça peut être avant la fin de cette décennie. Eh bien, Gladys. Oui, c'était la question que j'allais poser, si on peut vraiment envisager la Chine comme première puissance mondiale, dans quelle mesure et quels seraient les moyens de pression chinois et américains Alors, comme première puissance mondiale, en termes de PIB, le PIB chinois devrait... Aujourd'hui, la question de ne pas savoir si le PIB chinois va dépasser le PIB américain, c'est quand est-ce que ça va survenir. Bon, sauf accident, etc. Mais en même temps, il n'y a pas d'Hollywood chinois pour l'instant. La fille de Xi Jinping est allée étudier à Harvard, les filles d'Obama ne vont pas aller étudier à Canton. Donc il n'y a pas ce soft power chinois que les Américains ont et qui leur donne aussi une avance encore considérable. Après, ça va dépendre des Américains eux-mêmes. S'ils réélisent quelqu'un comme Trump en 2024, leur soft power va très largement diminuer. Et souvent, celui qui dit vouloir lutter contre le déclin de son pays le précipite en ayant des mesures tout à fait impopulaires. Donc, la Chine, ses moyens de pression, alors les Chinois te disent, mais nous, on est pacifique, jamais on veut imposer. Leur comportement actuel montre qu'ils veulent imposer. Donc il faudra résister, défendre ses intérêts, c'est à l'Europe de le faire, c'est aussi aux autres. Là, des gens d'Afrique, il y a des pays qui se disent, bon, ils sont bien les Chinois parce qu'ils viennent diversifier un petit peu l'offre, mais il y a le piège de la dette, ils débarquent, ils construisent tout avec de la manœuvre chinoise, ça ne ruisselle pas chez nous, il y a quand même déjà des désillusions par rapport à la Chine. Pascal, pour terminer là-dessus, alors il attaque Taïwan ou il attaque pas Taïwan, Xi Jinping ? Non, il attaque pas Taïwan parce que la légitimité du Parti communiste chinois, c'est pas les œuvres de Mao et c'est pas la lecture des 8 tomes du Capital, c'est le taux de bourse, c'est la réussite économique, le poids de PIB. Et donc, s'il attaque Taïwan, il casse l'économie de Taïwan et la sienne. Il perd donc la croissance économique et il perd le soutien de la population chinoise. Donc, non, il ne va pas attaquer Taïwan. Oui, ma question, je rebondis sur ce que vous venez d'évoquer, que l'Europe doit défendre ses intérêts, mais dans quelle mesure, comment, concrètement, l'Europe doit défendre ses intérêts face à la Chine ? Déjà, en termes commerciaux, on négocie à 27. Donc, bon plaisir d'ailleurs au Royaume-Uni qui va aller négocier seul son traité commercial avec la Chine. Là, Bojo, là, il risque d'être un peu rincé, quoi. S'il reste à Downing Street. Oui, il n'y aura peut-être pas le temps, effectivement. Bon, à 27, c'est quand même plus fort. Donc c'est respecter, empêcher que les Chinois rachètent des bijoux stratégiques, etc. Quand Macron reçoit Xi Jinping en 2019 et qu'il fait venir Jean-Claude Juncker et Merkel, c'est aussi la bonne façon de montrer un front uni européen et de dire aux Chinois, n'arrêtez de dire que vous ne voulez pas diviser l'Europe, enfin que vous êtes l'ami de l'Europe, parce que quand vous faites du 16+1, que vous prenez 16 pays européens, dont certains sont membres de l'Union européenne, d'autres ne le sont pas, ça prouve que vous voulez diviser l'Europe. Donc ne soyons pas naïfs. Les Horaces et les Curiaces. Oui, tout à fait. Alors, Soraya. Alors, puisqu'on parle justement de l'Europe, vous déclariez il y a 24 ans dans votre livre... Elle appuie bien, depuis 24 ans. La France est-elle encore une grande puissance ? Que l'Europe était pour la France un surgénérateur de puissance. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Et à quelles avancées notables on doit s'attendre maintenant que la France est à la présidence de l'Union européenne ?
que pour 6 mois. Alors, Pour surgénérateur, disons, je dirais maintenant multiplicateur, s'il n'y a plus de surgénérateur nucléaire. Oui, l'Europe, c'est un multiplicateur de puissance pour la France, parce que pour les Chinois, par exemple, les Chinois, ils nous considèrent... Quand j'ai commencé à travailler sur les questions stratégiques, le PIB français était 3 fois plus important que le PIB chinois. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Mais les Chinois nous considèrent toujours pour 2 raisons. On est au Conseil de sécurité, ils doivent traiter avec nous, on a une force militaire exportable, etc., etc., etc. Et on est un pays majeur de l'Union européenne. Et on sait que la France a un pouvoir de décision au sein de l'Union européenne. Et comme c'est le partenaire commercial de la Chine, ça compte pour les Chinois. Donc ils font attention à cela. Et on a été les premiers à les reconnaître diplomatiquement aussi en 64. Oui, Bon, en 64. Ils ont la mémoire longue. Hein. Ça, honnêtement, ils le disent pour nous faire plaisir, mais ils s'en foutent. Bon, C'est merci. disons que ça fait partie des éléments de langage, mais si on n'était pas intéressant maintenant, ce Oui. souvenir historique, Non, mais... c'est comme Lafayette, nous voilà, etc. Quoi. C'est pas, Ouais, mais ça compte quand même dans les relations internationales. ça compte dans les des discours. choses agréables. Oui. Ouais, mais c'est beaucoup. Les réalités comptent beaucoup plus. En Oui, fait, oui, les bah oui, avantages, d'accord. quoi, etc. On va vous interroger sur la réelle politique tout à l'heure, vous allez voir. Et donc, par rapport à cela, l'Europe permet une capacité d'action. Et parfois, elle gêne un peu. Disons que quand la Suède et les Pays-Bas nous disent on ne peut pas aller voir la Russie, ce que devrait faire la France, à ce moment-là, c'est je vais la voir toute seule. Vous ne voulez pas venir et s'affranchir un peu de cela. Mais au global, l'Europe est quand même utile à la France. Il nous reste 5 minutes, Soraya. Donc, dernière question, et là, pour Avant-dernière. Ah, avant-dernière. Il répond vite. Pour parler de la réelle politique, donc vous utilisez régulièrement l'expression real politique, qui est chère notamment à Hubert Védrine. Pensez-vous que cette real politique soit la seule manière pour la France de trouver sa place dans un monde multipolaire? Réelle politique, tu dis de réel... Oui, c'est ça. Enfin, je vais reprendre la formule d'Hubert Védrine. Hein. Il y a pire que la réelle politique, c'est l'irréal politique. Si tu veux changer les choses, il faut partir des réalités. Si tu veux lutter contre le changement climatique, il ne faut pas partir de ce que tu voudrais qui existe, il faut partir de ce qui est. Moi, un des hommes les plus frappants que j'ai pu connaître, c'est Egon Bahr, qui avait été le mastermind de l'Ostpolitik. Il disait, pour modifier un statu quo, il faut d'abord le reconnaître. Pendant des années, les Allemands n'ont pas voulu reconnaître la division, en disant, si on reconnaît la division, on va la rendre éternelle. Egon Bahr dit, non, on va la reconnaître. Et on n'avait pas de relation avec l'Allemagne de l'Est. On va en avoir, elles seront mauvaises, c'est un progrès. C'est un problème parce qu'avant, on n'avait pas de relation. Donc en fait, la réelle politique, elle est souvent condamnée. Mais la réelle politique, ce n'est pas uniquement torturer des prisonniers ou faire la guerre à un pays. C'est partir des réalités pour améliorer le système, pour améliorer les choses. Pour moi, c'est ça la vraie réelle politique. Après, il y a toujours des gens, tu peux toujours faire des grandes déclarations, il n'y a qu'un faucon, mais souvent les postures sont des impostures. Des postures morales de dire il n'y a qu'un faucon. Retenez cette formule, hein, les postures sont des impostures. C'est bon, hein, ça parle, ça. Voilà. Ouais. Et donc, il y a beaucoup d'imposteurs, quand même, d'ailleurs. Et donc, il faut partir des réalités, y compris pour les changer. La morale, je veux dire, c'est la justice de Kant, elle a les mains blanches, mais elle n'a pas de mains. Donc, la morale pour la morale, elle est souvent une imposture. Gladys ? Oui, moi j'aimerais bien conclure finalement sur une touche positive. Est-ce qu'on peut envisager qu'est-ce qu'on pourrait envisager de façon prospective en avancée positive en termes de géopolitique ou d'événements qu'on puisse espérer ou d'avancées en termes de relations géopolitiques? Donnez-nous des raisons d'espérer. Une 3e étoile en décembre. Une 3e étoile pour l'équipe de France ? Voilà. Ah. Oui, mais bon, il faut peut-être avoir des ambitions plus élevées quand même, non ? Pour le monde. Bah, c'est déjà pas mal. Là, on parle penser, quand même, c'est, disons, une Europe un peu plus unie, un peu plus autonome, un peu plus souveraine. Je ne suis pas sûr qu'on en prenne le chemin, mais ça serait un progrès. Vous avez écouté le discours du président de la République hier à Strasbourg ? Non, je travaillais, donc... Non, parce que la question, c'était, bon, il y avait beaucoup de... Est-ce qu'on était plutôt dans le déclaratif, dans le performatif ? Est-ce qu'on était justement par rapport à ce que vous venez de dire ? Non, il y a un programme. Est-ce qu'il y a une prise en compte des Macron a un programme pour l'Europe. Des difficultés Oui, Macron a un regard réaliste. Macron a un programme pour l'Europe, il est européen, il a un programme pour l'Europe, il a un programme aussi pour sa campagne présidentielle. Mais c'est vrai que son engagement européen ne peut pas être mis en doute, ça c'est clair. Et vous croyez à une fracture européenne entre, justement, sur cette question russe, par exemple, ou sur d'autres sujets ? Oui, parce que l'histoire a marqué, tu en parlais tout à l'heure, sur les Polonais, les pays baltes, etc. Et donc les pays européens sont encore divisés par l'histoire, quant à leur attitude par rapport à la Russie, qui détermine leur attitude par rapport aux États-Unis. C'est parce que des pays ont peur de la Russie
qu'ils pensent que seuls les États-Unis peuvent les secourir et qu'il ne faut pas aller trop vers l'autonomie parce que ça ferait partir les Américains. Donc cette trace de l'histoire marque encore nos consciences, 30 ans après la fin de la guerre froide. Voilà, alors c'est pas forcément encourageant, mais au moins le voir, le comprendre. On a ce débat avec la Pologne là, sur l'état de droit. Si on veut avancer, il faut partir une fois encore des réalités, Voilà. y compris des réalités désagréables. Désagréable, voilà. Eh bien, Pascal Boniface, on vous remercie beaucoup. On va s'arrêter puisque vous êtes... Merci à vous, merci aux intervieweurs et merci à tous de votre venue et de votre audience. Voilà, on est ravis de vous avoir pu avoir cet entretien avec vous. Vous allez repartir, mais vous êtes les bienvenus dès que vous voudrez revenir. Et donc, il y a votre collègue qui est spécialiste de l'Amérique latine. Monsieur, vous voulez dire quelque chose ? Bon, la petite question subsidiaire de monsieur sur l'Afghanistan. Un voile noir est tombé sur l'Afghanistan donc, en août. Quelle attitude avoir vis-à-vis de ce régime, Pascal Boniface ? Il faut conserver une aide humanitaire et on ne peut pas ne pas avoir du tout de contact politique avec eux, même pour faire une aide humanitaire. Mais effectivement, on ne peut pas reconnaître ce régime. Mais ce régime existe et on doit faire avec. Voilà, réponse courte, mais merci monsieur d'avoir posé la question. Et merci à tous. Et à bientôt à la prochaine rencontre Sciences Po Sud-Ouest.